Et oui, chers auditeurs, comme vous venez de l'entendre, Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2 tiers si vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu. Alors, pour ceux d'entre vous qui le peuvent, rendez-vous sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Même à partir de 5 euros par an, vous aurez accès à notre trésor d'archives, à toutes nos émissions disponibles sur le site rc.fr. Alors, en première partie de cette émission, dans cette émission spéciale où nous avons un large, un grand retour sur l'actu sans nos petites chroniques habituelles. Nous avons commencé par nos racines. Nous avons reçu, comme vous l'avez entendu, Sébastien Béraud, agriculteur en colère mais combatif et qui essaie de sauver son secteur d'activité et donc de nous sauver nous-mêmes, nous tous, chers auditeurs. Mais désormais, nous allons élargir notre point de vue, nous allons élargir notre regard et dépasser nos frontières pour discuter avec Nicolas Stocker de la situation du monde actuel. Et Nicolas Stocker que vous connaissez très bien parce que vous allez l'entendre plutôt après cette émission dans le Libre Journal de la Résistance française pour nous parler de géopolitique justement avec le colonel Jacques Beau, François Martin, Dimitri de Cocheco et Sylvain Ferreira. Vous le connaissez également pour le Florilège des Arts du vendredi matin ainsi que le Libre Journal de la géopolitique profonde le samedi matin. Nicolas Stocker, ce journaliste staccanoviste qui participe heureusement aux ondes de Radio Courtoisie. Merci à vous Nicolas Stocker d'être des nôtres dans ce RC Mag juste avant votre Libre Journal. Merci à vous, Jean-Édouard. Bonjour à tous nos auditeurs. Et bonjour, effectivement, je manque à tous mes devoirs, vous voyez. Absolument. J'en perds ma courtoisie. Mais écoutez, légendaire sur Radio Courtoisie. Oui, voilà. et je m'associe évidemment à tout ce que vous venez d'annoncer aux auditeurs. Si vous voulez des produits comme RC Mag, animé par ce jeune patron d'émission qui est Jean-Édouard, la meilleure solution, en effet, c'est d'aider le plus possible cette radio qui est votre radio, on le rappelle, et qui ne cesse, au vu des chiffres qui nous sont annoncés, de convaincre de plus en plus d'auditeurs. Néanmoins, il y a un socle sur Radio Courtoisie, ce socle de ceux qui sont là fidèles depuis tant d'années, et on se doit justement à cette fidélité. La courtoisie, c'est pas seulement la politesse, c'est pas seulement les bonnes manières, c'est aussi l'esprit de chevalerie. Et dans l'esprit de chevalerie, il y a la loyauté et il y a la fidélité. Et donc, nous devons à cette loyauté, à cette fidélité à nos auditeurs. À nos auditeurs et à nos agriculteurs, comme nous avons pu l'aborder dans la première partie de cette émission. Alors justement Nicolas, vous qui êtes si au fait de la géopolitique et du monde tel qu'il est et où il va, quel est votre regard actuel sur la situation assez proche de nous géographiquement d'Ukraine et peut-être un peu plus loin du Proche-Orient? Bien, en effet, je me spécialise dans la géopolitique parce qu'à peu près tous les jours, sur des matinales entre 7h et 10h, je fais de la géopolitique, vraiment de la géopolitique, de la géopolitique, de la géopolitique. Donc c'est un sujet que de fait, je suis obligé maintenant de connaître de mieux en mieux et avec des sons de cloche différents parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de ne pas répéter toujours la même chose comme un mantra. Oui. Il ne faudrait pas que les médias alternatifs commettent les mêmes travers. Se transforme en chambre d'écho, voilà. Voilà, et soit en fait, en disant juste l'inverse, en effet miroir de ce que dit les mainstream, mais n'ait aucune sorte de pluralité, de pluralisme. C'est ce qui fait les slogans géniaux de Radio Courtoisie, du monde réel et de la francophonie, de toutes les droites et de tous les talents. Ça veut dire cette diversité, c'est pas monolithique. On va pas, comme on peut le voir de façon un peu caricaturale, je suis désolé de le dire, parfois sur les réseaux Internet, sociaux, YouTube, où il suffit de dire l'inverse de ce que disent les mainstream pour être dans le vrai. C'est pas vrai. C'est pas comme ça, c'est pas si simple. C'est beau, le monde est infiniment plus complexe. Donc, regardez le dernier exemple en date, avec l'autorisation donnée ou pas donnée pour quel type de missile ou pas quel type de missile. C'était une information qui, quand elle est sortie, a tout de suite fait surréagir non seulement les mainstream,
mais aussi les réseaux sociaux, X et consorts, où on nous expliquait, ça y est, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Une Parce que, information AFP, hein. oui, alors AFP et à l'origine New York Times, Mmh. c'est-à-dire quand même un organe d'expression d'une partie de la CIA. Donc, en disant, voilà, Biden a autorisé la frappe dans la profondeur pour les missiles attaque MS américains. Mmh. Et puis ensuite, alors moi, l'effarement absolu, le dégoût que m'inspirent certains grands médias mainstream, là, je vais parler du Figaro, journal de référence et de Mmh. révérence, surtout aujourd'hui, tout comme Le Monde, qui publie un article qu'il va effacer 1 heure après, où il explique que l'anglais et le français décident aussi, dans la foulée de cette autorisation américaine, d'autoriser aussi de frappes dans la profondeur de missiles, eux, qui ont une longue portée, puisqu'ils sont à 500-600 km, qui pourraient atteindre la banlieue de Moscou, alors que les attaques MS américains ne sont qu'à 300 km. Et, eh bien, 2 heures après, cette information est effacée. Il n'y a même pas d'excuse, il n'y a pas, on va préciser, le Time dit que autre chose que dit le New York Times. Non, on efface. Hein. C'est-à-dire là, on a la preuve que les rédactions, eh bien, un coup de fil. On moquait le général de Gaulle en disant il regardait le 20h, puis après, il appelait le ministre de l'Intérieur qui appelait le patron de la rédaction de l'ERTF, disant maintenant c'est terminé, vous parlez d'autre chose, et ça n'a pas intérêt de recommencer. Mais c'est pire aujourd'hui. Je vous assure, c'est pire. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, ils effacent 2 heures après un article. Ça a été vu. Et ça, moi, je ne répands pas une rumeur, je l'ai vu. Quand je prépare mes matinales, je fais des copier-coller du RL et je le garde dans ma boîte mail. 2 heures après, je veux cliquer sur ce lien, il ne renvoie plus à rien. Ils ont effacé l'article. Pourquoi ? Parce que l'oncle Sam, en cours de route, a dit non, et le Pentagone surtout, parce que c'est lui qui dirige quand même tout ça. Donc il a mis le holà, il a dit non, non, c'est terminé, non, non, vous n'avez pas compris là. C'est très limité. Bah oui, mais Cette autorisation, 300 finalement, ça kilo existait. 300 km, ça reste quand même extrêmement dangereux puisqu'il y a plusieurs centrales nucléaires qui se trouvent dans cette zone. Ah ouais, il y en a au moins 5 ou 6, c'est tout à fait exact. C'est dire qu'il faut être dans la complexité. C'est pas si grave qu'on Mmh. l'imaginait. Mmh. Tout le monde disait ça y est, c'est la guerre nucléaire, la nouvelle doctrine russe permettant d'engager la force de frappe nucléaire si une attaque massive et même conventionnelle de missiles de croisière venait à frapper la Russie. Il a modifié sa doctrine. Donc là, on y était. On était pratiquement sur l'apocalypse nucléaire. Finalement, on n'y est pas. Alors après, le balancier a été dans l'autre sens. Vous avez parfaitement raison, Jean-Édouard. C'est-à-dire qu'après avoir dit c'est la fin du monde, on a dit oui, oh, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est de la rigolade, c'est rien du tout. Sauf que cette nuit, Poutine a quand même annoncé que plusieurs missiles de croisière américains, dont il a quand même dit que de toute façon, ils ne pouvaient pas être utilisés par les Ukrainiens. Hein. C'est l'OTAN qui frappe, puisqu'il faut des satellites. C'est pas l'Ukraine qui a les satellites. Il faut calculer des trajectoires, il faut des servants. C'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui a envoyé cette nuit 6 missiles attaque MS, mais qui en avait déjà envoyé énormément de façon considérable. C'est d'ailleurs ça qui fait peut-être le plus rire dans cette information et qui avait fait peur à tout le monde, mais de façon unanime, toujours par une espèce de phénomène mimétique. Eh bien finalement, on ne sait même pas s'il leur en reste encore beaucoup des missiles. Parce qu'entre les frappes massives sur Odessa, donc le port, évidemment, c'est un des lieux par lesquels les armes occidentales passent, fait que et tout ce qui a déjà été tiré, plus la capacité qu'a la Russie maintenant à utiliser des contre-mesures, le fait que c'est 300 km. Mais Jean-Édouard, il faut savoir qu'en fait, pour éviter que les rampes de lancement soient détruites, ils sont obligés de reculer de 100 km. Par Oui, rapport à la ligne de front. d'accord, Donc en fait, c'est 200 km. oui. Par contre, là, vous avez parfaitement raison. Mais encore une fois, la solution est dans la question ou dans l'affirmation, c'est-à-dire oui, il y a plusieurs centrales nucléaires qui sont à côté, mais qu'on ne s'y trompe pas. Si une centrale nucléaire est frappée par un missile de croisière américain, les Russes sauront immédiatement que c'est une volonté états-unienne et une volonté de l'OTAN. Mmh. Donc je pense qu'avant que ça arrive, à moins d'avoir vraiment un docteur Folamour, et ce n'est pas vers quoi on va, semble-t-il, heureusement aux États-Unis, il y a peu de risques de ce côté-là. Mais néanmoins, ceci tend à provoquer toujours un peu plus de tension dans le monde. On sait bien, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer, si on utilise des proxys comme l'Ukraine ou comme d'autres pays,
l'OTAN et l'Occident. Attendons-nous à ce que demain, la Russie fasse la même chose avec ses propres proxys. Et puis si demain, il y a un destroyer, une frégate ou même un porte-avions français ou américain qui est coupé en deux par un missile hyper véloce, et on dira c'est les Houthis, c'est pas nous les Russes, c'est les Houthis qui l'ont Oui, fait. espérons. Si Français, on en a que 2, je crois. En plus, des porte-avions, on n'en a même plus qu'un. Ah, on n'en a plus qu'un, oui, c'est vrai. On n'en a plus qu'un, le Charles de Gaulle. Avant, on avait le Clémenceau et le Foch. Si nous le coule, ça va nous manquer. Et il est en mer 4 mois dans l'année. Hein. Oui, il paraît qu'il faut réparer les hélices, les turbines et que sais-je encore, fréquemment. Donc, en fait, c'est très compliqué d'avoir une vision claire de la situation. Il y a une telle intoxication, une telle propagande aujourd'hui qui vise au moins autant nos populations, qui nous vise nous, plus encore qu'elle ne peut viser l'adversaire. C'est ça qui est fou. Alors, Macron, quand il a dit « nous sommes en guerre », mais en fait, de qui parlait-il? Ils étaient, eux, en guerre contre qui? Contre un virus? Ou contre la Russie aujourd'hui? Ou contre leur propre population? Non, ils étaient en guerre contre leur propre peuple. Oui, c'est-à-dire qu'on en revient effectivement au grand retour à zéro de Klaus Schwab, du Forum économique mondial. Il ne faut pas savoir peur. Mais alors justement, puisque vous parlez de propagande, où en sommes-nous au Proche-Orient finalement? Que penser de ce qui se passe entre Israël et ses voisins immédiats, voire un peu plus la banlieue, géopolitique moyenne autour d'Israël? Que penser de ce qui se passe entre Israël, la Palestine, Israël, le Liban, Israël, la Syrie, Israël, l'Égypte, Israël, la Jordanie, etc., etc. La réponse est déjà dans votre question, Edouard, vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'Israël a l'ensemble du Proche-Orient contre lui, d'une façon ou d'une autre. Même la Jordanie actuellement? À mon avis, oui, parce que si demain, comme on le fait, il y a du harcèlement permanent, ils arrêtent des milliers et des milliers de Cisjordaniens, de Palestiniens, pour une raison très simple. Hein. Ils aimeraient finalement qu'en Cisjordanie, il se passe plus ou moins la même chose que ce qui s'est passé à la frontière de Gaza. C'est-à-dire qu'à force d'être excédés, des colons qui tirent gratuitement, des fois sur des Palestiniens de Cisjordanie, on peut se demander s'ils ne les poussent pas justement à se rendre dans le pays d'à côté. Des extrémités de terrorisme. Et à ce moment-là, ils feront la même chose qu'à Gaza, avec l'idée de les repousser jusqu'à la frontière jordanienne et de les envoyer en Jordanie. Et à mon avis, voyez-vous, la Jordanie, elle aimerait éviter de devenir un nouveau Liban, d'avoir la déstabilisation chez elle. Je pense que... Et alors ça, c'est un des grands soucis des Palestiniens en général, c'est qu'en fait, tout le monde les soutient au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Mais en fait, personne n'est prêt à se mouiller. Oui. Le dernier en date à vouloir, semble-t-il, prendre la tête, parce qu'en fait, ça permet de prendre un certain leadership sur ses partenaires. Le dernier à vouloir enfourcher le combat anti-Israël de façon manifeste, semble-t-il, c'est Erdogan aujourd'hui. C'est la Turquie. Oui, c'est le grand ottoman, l'empire ottoman qui revient, le grand turc qui revient, la sublime porte, comme on disait autrefois. Mais écoutez, merci infiniment. Mais pour répondre à votre question, Jean-Édouard, sinon sur qu'est-ce qui se passe, alors là, je crois que ça dépend énormément, plus encore que l'Ukraine. Nos géopolitologues l'ont dit dès le début, avec la victoire de Trump, ils diront ça sera plus difficile à Trump qu'on ne le croit sur l'Ukraine. Par contre, avec Israël, et d'ailleurs on a vu quand même l'intensité des frappes qui étaient un peu plus limitées. Contrairement à ce qu'on nous raconte, Netanyahou-Trump, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Ça serait même plutôt l'inverse, et ce pour une raison simple, c'est que Trump n'a toujours pas digéré, et on peut le comprendre, que Netanyahou, en 2020, se soit précipité, alors que les résultats n'étaient même pas connus, pour reconnaître la victoire de Biden. Et abandonner sa triste défaite, comment dire, et nous ne nous étendrons pas davantage dessus, puisque ça sera le travail des historiens ultérieurement, en l'occurrence. Merci. Exactement. Merci et je pense vraiment, Jean-Édouard, que si aujourd'hui il y a à nouveau des manifestations dans les rues en Israël, si à nouveau on parle des procès qui touchent Netanyahou, c'est que l'opposition de Netanyahou, avec la victoire de Trump, se sent pousser des ailes. Oui, et s'ils se sentent pousser des ailes, c'est la preuve que ça pourrait être très différent de ce qu'on imagine
les solutions qu'appliquera Trump au Proche-Orient demain. Oui, effectivement. C'est une donnée très intéressante. Merci infiniment, cher Nicolas. Je suis obligé de vous couper le sifflet parce que de toutes les façons, vous allez dans quelques secondes entamer votre libre journal de la résistance française. Je rappelle à nos auditeurs qu'il sera consacré à la géopolitique et que vous recevez le colonel Jacques Beau, François Martin, Dimitri de Cocheco ainsi que Sylvain Ferreira. Vous serez également assisté de la Rastam comme d'habitude ou comme très souvent. Et écoutez, je vous souhaite une excellente émission et j'espère vous recevoir très prochainement à nouveau au micro du RC Mag. Merci à vous, Nicolas Stocker. Merci Jean-Édouard et merci de cette invitation. Merci aux auditeurs de cette écoute et à très bientôt évidemment sur Radio Courtoisie. À très bientôt, chers auditeurs. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag et surtout n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr